Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos 4 débatteurs du jour, parlons vrai, mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Vous pouvez également réagir sur nos réseaux sociaux. Je salue nos débatteurs du jour, de ce dernier jour du mois de novembre. C'est ça, hein? Eh oui. Ouais. Demain, Ça passe vite le temps. Ça passe vite et on arrive à Noël à grandes enjambées. Bonsoir Najwa Elaï. Bonjour, je dis bonsoir. Bonjour. Najwa Elaï, bonjour. Docteur en droit public, auteur de Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Geneviève Götzinger, bonjour. Présidente de l'agence Image, Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Christine. Président de Tenkan, on dit ça? Je dis bien. Tenkan Paris, c'est une agence de communication. Vous êtes également le cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez écrit ce livre, La com est un métier, aux éditions Brel Studirama, d'ailleurs que lisent beaucoup d'étudiants en communication. C'est une petite référence maintenant. Et avec nous également, on le salue, c'est Jacques Miard. Bonjour Jacques. Salut, fraternité. Maire LR de Maison Lafitte. Avec vous 4, on va revenir sur la relaxe par la Cour de justice de la République d'Éric Dupond-Moretti, avec cette question qui agite aujourd'hui le débat public sur l'utilité de la Cour de justice de la République. Est-ce qu'il faut la réformer? Est-ce qu'il faut la supprimer? Est-ce qu'un élu de la République, en tous les cas un ministre, est injusticiable comme les autres? Et ça nous amènera au sujet suivant. La présence ce matin sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin, de Jérôme Cahuzac. Va-t-il subir, comme il le dit, un bannissement perpétuel? Est-ce qu'il a droit à une seconde chance politique si jamais il décide de se présenter? La réponse directe et franche, mais on en débattra avec vous, Geneviève. On évoquera également l'ouverture de la COP28 à Dubaï. Est-ce que le lieu est vraiment bien choisi chez le roi du pétrole pour parler de lutte contre le réchauffement climatique? Et puis les députés qui ont détricoté le texte sur la loi immigration en commission en rétablissant l'AME, l'aide médicale d'État. Voilà pour le menu du jour. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule à vous 4. Et je vais aller directement vers vous, mon cher Jacques. Vous avez un coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule sur les anglicismes permanents auxquels on assiste dans la langue française pour faire chouette, n'est-ce pas? Que ça soit la publicité, que ça soit un certain nombre d'annonces, que ce soit le président de la République lui-même qui, après avoir vanté et inauguré à Villers-Cotterêts, je dirais, le siège de la francophonie de la langue française, se complaît dans le globish à longueur de temps. Mais moi, je dis ras-le-bol. Notre langue a parfaitement les moyens d'exprimer tous les concepts que nous voulons, et cette profusion d'anglicismes dans nos publicités, très souvent aussi dans la banque, qui est une profusion avec des concepts à l'anglo-saxonne, eh bien, je dis que ça n'est pas rendre service ni à l'identité française, ni à sa culture, ni à son économie, parce que la langue, c'est un portail ouvert, et donc si nous utilisons notre langue, eh bien, nous incitons, je dirais, les étrangers à venir, je dirais, voir ce que c'est et à accéder à tout un patrimoine, à toute une économie. J'ajoute, quand vous allez maintenant à la Commission de Bruxelles, elle est tapissée d'anglais partout, alors qu'elle devrait respecter, je dirais, l'égalité entre les langues. Donc c'est un coup de gueule, et je commence à en avoir marre. Ah, c'est franc et direct. Alors, vous parlez de ces métiers où l'anglais est utilisé dans les termes du quotidien. Vous parlez de l'univers de la banque. On pourrait aussi citer la tech. On pourrait aussi citer tout de la com. Et donc, je me tourne vers vous, les communicants. Frédéric, trop d'anglais dans nos métiers, dans notre univers professionnel et du coup, dans le langage de tous les jours? Alors je suis en total accord avec Jacques, et c'est pas une réponse opportuniste puisque je viens juste de le retrouver à l'instant. J'avais écrit une tribune en 2017 sur Focus RH qui se nomme Faut-il parler franglais pour paraître plus business, dans laquelle je dénonçais le recours permanent à des synonymes en anglais, alors que la langue française, comme le disait Jacques, permet de toutes les expressions et d'ailleurs parfois avec plus de nuances. Et je dénonçais aussi le fait que, et c'était mon expérience, dans certains grands groupes, vous avez des gens qui ne sont plus capables de faire une phrase intégrale en français. Et ça devient limite un handicap. Alors un handicap pour ceux éventuellement qui ne parlent pas l'anglais, mais aussi un handicap pour eux, puisqu'ils ne sont plus capables de parler correctement le français. C'est
Quand on s'adresse à des gens en français ou qu'on écrit en français dans nos métiers de communication, on doit utiliser un français parfaitement correct. J'utilise aussi l'anglais, je suis amené à travailler en anglais. Et dans ce cas-là, je me dois d'utiliser un anglais parfaitement correct. Mais le mélange des deux, je n'en vois pas l'intérêt. Et qui, autour de cette table, qui autour de cette table dit à quelqu'un, tu m'envoies un courriel? Moi. Ah mais vraiment, non, mais attends, je m'efforce à dire non pas un mail, mais un courriel. Oui, Christine, un point s'il vous plaît. Mail, ce n'est pas de l'anglais. Mail vient du vieux français, faire la malle, c'est-à-dire voyager, la malle poste. Et donc, c'est les Texans qui, prononçant mal le français, ont fait mail. Donc, mail est en réalité un mot de l'ancien français. D'accord. Ah bah je l'ignorais. Bon, moi, Ça vous choque, Geneviève? Non, je suis globalement d'accord. Je suis globalement d'accord, même si les langues s'enrichissent l'une l'autre et même si aucune langue n'est immuable. Mais je pense en revanche que quand on est le président de la République et donc on représente la France, on parle en français. Donc quand j'avais entendu Emmanuel Macron dire à la fin d'un discours « Make our planet great again », non, voilà. Est-ce que c'est pas aussi de s'adresser comme ça à l'international? Sans doute. Ça dépend des moments. Mais bon, je pense qu'il a, dans son cahier des charges, il y a la valorisation de la langue française. Mais moi, je partage parfaitement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à l'heure où on ouvre un musée quand même de la langue française, à l'heure où il y a des discours du président de la République pour défendre notre langue en France, parce que on rappelait tout à l'heure les fautes d'orthographe de certains étudiants, et moi je le vois quand je prends en stage certains étudiants dans mon cabinet, par moment j'ai envie de me tirer les cheveux tellement il y a de fautes d'orthographe. Donc à l'heure où vraiment on veut que la langue française rayonne, on veut également faire que dans nos écoles il y ait moins de fautes d'orthographe, moi ça me gêne profondément qu'on fasse un mélange d'anglais, de français, et puis même quand on écrit des textos, certains utilisent un mélange de tout ça. Enfin, bon, voilà, à un moment, faut être cohérent. C'est-à-dire que quand on est président, en effet, de la République, ou même quand on est élu, tout simplement, et qu'on représente localement une ville ou voire une nation, il faut bien sûr s'exprimer en français, puisque les élus sont les ambassadeurs aussi de la langue française. Allez, à suivre dans un instant. J'aurais pu dire next time, mais on va dire ça à suivre dans un instant. Christine. Mais non, mais je vous provoque, Jacques, je vous provoque. Amende. Allez, dans un instant, on va retrouver l'info sur Sud Radio, les pronostics également, et puis on continue avec vous de débattre des sujets d'actualité de Éric Dupond-Moretti, l'interview de Jérôme Cahuzac ce matin sur notre antenne, la COP28 ou encore l'aide médicale d'État. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Jacques Mien, maire LR de Maison Lafitte, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La Com est un métier, c'est aux éditions Brel, Studirama, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, et elle a été professeure, docteur en droit public, auteur de Laïcité et République, c'est aux éditions de l'Harmattan. On va évoquer dans un instant la relaxe d'Éric Dupond-Moretti avec cette question autour de la Cour de justice de la République, les questions que ça pose, cette décision concernant le garde des Sceaux. Mais pour l'instant, on continue notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Frédéric, puisqu'après le français, dans la langue française à utiliser impérativement, vous vouliez parler d'un contraste concernant l'accessibilité entre notre pays et d'autres pour les handicapés. Eh bien, la question de l'accessibilité est une question qui m'est chère. Alors, je reviens régulièrement sur ce sujet et il se trouve que, de retour d'un déplacement au Japon, j'en avais oublié à quel point l'accessibilité ne relevait pas chez eux du discours faussement politique ou faussement volontariste, mais simplement de la norme. L'accessibilité au Japon, c'est la norme. Du métro au monument historique, en passant par les sites naturels, les bains publics, très important au Japon, les gares, les équipements sportifs, tout est accessible. Aucun prétexte ou renvoi de responsabilité sur d'autres décideurs, d'autres administrations ou réglementations pour justifier de ne pas faire ou pour justifier qu'une personne âgée ou handicapée, en fauteuil, ou simplement qu'une personne avec une poussette, un maman, un papa, n'ait pas accès à un service public. Un service public, c'est accessible. Des toilettes publiques, accessibles. Un commerce, un restaurant, accessible. Un musée, un temple ancien, et ça ne manque pas, accessible. Une station de métro,
métro, et il ne date pas d'aujourd'hui, un train accessible, une piscine accessible. Ce qui est possible au Japon n'est évidemment pas impossible en France. C'est une question de volonté politique que nos décideurs n'ont pas en France. Alors je sais, il est avec nous, on en a déjà discuté. Jacques va nous expliquer que il a fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses dans sa ville. Oui, mais chaque cas individuel ne fait pas une politique générale, ne fait pas une norme. Au Japon, la norme, c'est l'accessibilité. En France, c'est l'inaccessibilité. Je trouve ça inacceptable et je pense que c'est important de le dire et de le redire. Nous n'avons pas la volonté politique d'intégrer les personnes qui n'ont pas une accessibilité comme la majorité des valides. On les considère comme des sous-citoyens. Je trouve ça scandaleux. Je le dis, je le répète régulièrement. D'ailleurs, puisqu'on... Il n'y a pas que le Japon, évidemment. Il n'y a pas que le Japon, mais on parlait hors antenne des JO de Paris avec les difficultés de circulation que ça risque d'engendrer en termes de restrictions pour assurer la sécurité. Ces Jeux Olympiques, justement, on met le doigt sur le problème d'accessibilité des personnes parce qu'il y aura les Jeux Paralympiques, justement, de la ville de Paris. Enfin, non, mais c'est une fantaisie, ce doigt, parce que cette accessibilité et cette image qu'on donne sur l'accessibilité des Jeux Olympiques, c'est sur le dernier kilomètre, c'est sur l'accès au site, c'est sur le site lui-même. Mais comment on fait pour arriver jusqu'à ce dernier kilomètre? Et en plus, avec des restrictions de circulation qui nous sont rajoutées, ça va être un handicap supplémentaire pour l'accessibilité des personnes qui ne peuvent pas circuler et qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de circuler facilement, quelque part, librement, parce que les gens ne sont pas libres de circuler, l'espace public ne leur permet pas de le faire. De toute façon, on ne pourra plus circuler à Paris à partir du mois de mars, si j'ai bien compris. Donc, alors, il y a des endroits... de la Concorde, bah oui, mais enfin, en même temps, ça va être très très compliqué de passer de l'Est à l'Ouest. Enfin, c'est très 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 compliqué. Donc, comment les personnes handicapés, effectivement, se déplaceront. Je ne sais pas, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à accéder au quai du métro parisien quand vous n'êtes pas complètement valide, enfin, ça va être en fait un enfer. Hein. Un enfer, ces Jeux Olympiques un enfer. On décale un peu, mais ouais, un enfer. Le déplacement. L'enfer, espérons pas. Non, en tous les cas, non, on l'espère pas. D'ailleurs, j'allais l'évoquer de manière positive en termes de tourisme international. Mais oui, cette question d'accessibilité, on peut pas la négliger. Donc, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, mais les personnes en situation de handicap, vous parliez d'une politique générale. On peut parler également de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et comme vous dites, c'est pas dans les communes et je le vois puisque j'ai été élue, je le vois dans la ville où il y a une volonté politique du maire. Mais comme vous dites, ça fait pas une politique globale, volontariste, ambitieuse. Et force est de constater que la France enregistre un sacré retard sur cette question-là. Quand vous parlez de je continue 3 secondes parce que quand on parle de volonté politique du maire, c'est une chose, mais un maire qui décide de faire des choses se voit parfois avoir des condamnations ou des interdictions par les monuments historiques, par d'autres autorités, parce qu'il ne faut pas toucher à tel ou tel bâtiment, parce qu'il est classé, parce que ceci, parce que cela, et parce que on trouve plein de règles et plein de normes pour empêcher cette accessibilité que la volonté politique parfois a, mais que d'autres réglementations, il y a toujours quelqu'un à l'extérieur qui vous empêche de le faire. Jacques, vous voulez rajouter quelque chose avant que je conclue? Non, mais ce que dit Frédéric est frappé au coin du bon sens. Nous avons un retard assez fabuleux. C'est vrai que les villes agissent, notamment tous les nouveaux équipements sont aux normes. Il n'y a aucun problème. Nous avons construit un centre nautique, il est parfaitement accessible à tous les handicapés et il y a notamment dans la piscine des cours pour les personnes qui n'arrivent pas à se mouvoir correctement. Ce qui est clair, c'est qu'on a un problème avec les monuments historiques, ça c'est vrai. Mais nous avons aussi un problème avec le métro parisien, parce que là, il y a des fabuleux investissements à faire qui ne sont pas faits. Je connais très peu de stations de RER ou de stations de métro accessibles aux handicapés. Il y en a 9. Oui, merci Frédéric, je ne sais même pas sur combien. 9 sur combien, je ne sais pas. Plus de 300. Vous allez dans certaines gares de banlieue, avec notamment les nouveaux RER, et pour accéder par rapport à la plateforme où sont les piétons et le RER, vous avez parfois 40 cm de différence. Hein, et donc là encore, il y a des normes à mettre en œuvre. Et en ce qui nous concerne, tous les équipements nouveaux sont aux normes dans les villes, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup à faire et je me félicite que Frédéric reprenne ce thème. Jacques, on peut aussi féliciter Frédéric parce que il est aujourd'hui un commandeur.
C'est ça dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ordre national du mérite. L'ordre national du mérite. Ah oui, c'est liste officielle ce matin c'est publiée bizarre par la de se présidence de la réveiller République. À mon avis, bravo, mais cela étant, c'est pas avec une breloque qu'il va se taire. J'espère pas que ce soit l'intention. En tout cas, on félicite. Faut pas espérer. Merci. C'est félicitations. étonnant le matin de se réveiller avec plein de messages de félicitations sans comprendre de quoi il s'agit. Et... Comment ça se passe? Parce que personnellement, autour de cette table, je sais pas si quelqu'un a cette insigne honneur, Jacques peut-être. Non, puis alors je m'en fous. Alors là, Comment ça se passe? je suis pestiféré. Ah. Ça se passe que Et fier de l'être. Ça se passe que le matin vous vous réveillez, vous recevez des SMS de félicitations et vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Puis après vous avez une info et vous voyez un morceau de journal officiel et je suis allé un peu fouiller pour comprendre si je rêvais, si c'était la réalité, si c'était une blague. D'ailleurs, on ne prévient pas avant en fait. Donc non, pas du tout. Et les gens font la demande à votre place. Alors oui, les demandes sont faites, sont instruites. Je crois savoir que le grade de commandeur en plus est validé en Conseil des ministres, contrairement à officier ou chevalier. Oui, non, mais là carrément, non, c'est émotion, honneur, responsabilité, voilà. Encore un peu d'effort et ça sera la Grande Croix. Non. Avant les obsèques. On continue. Il nous reste un petit peu de temps avec vous, Najwa, pour un coup de cœur sur... justement, on évoquait l'attractivité de la France, l'image de la France. Alors, coup de griffe avec vous, Frédéric, sur la question des personnes en situation de handicap et la difficulté qu'elles ont de pouvoir circuler comme invalides partout dans le territoire et dans les grandes villes en particulier. En revanche, on a une activité touristique qui va plutôt bien. Ah oui, qui va plutôt bien, et puis faut le saluer parce que c'est vrai que dans cette ambiance morose, quand il y a des... Un poil. Ouais, un poil. Donc dans cette ambiance morose, quand il y a une actualité positive, il faut la mettre aussi à l'honneur. Et donc, mon coup de cœur concerne la tenue de la Coupe du Monde de rugby. Et donc, en lisant l'Express, excusez-moi, donc je cite mes sources et c'est extrêmement important. J'ai vu que la Coupe du Monde de rugby a permis à la France d'engranger des recettes de tourisme international à hauteur de 50,4 milliards d'euros. De janvier à septembre 2023, soit une hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Autant vous dire que c'est une excellente nouvelle. Alors, certains sont sceptiques concernant l'organisation de tels événements. Certains disent, oh là là, mais ça coûte trop cher, mais pourquoi on s'engage dans des événements comme ça? Force est de constater que dans ce cadre-là, c'est plutôt positif pour notre pays, en termes de tourisme, mais en termes de dynamisme économique, parce que vous faites travailler l'hôtellerie, les restaurants, les taxis, tout un écosystème économique qui font que économiquement on peut saluer l'organisation de tels événements en France. Et donc là, je vais parler en effet des Jeux olympiques et paralympiques qui présagent également d'une belle saison touristique, et on peut s'en féliciter. 16 millions de personnes attendues à Paris cet été. Oui, Geneviève, vous avez l'air... Non, mais moi je vais quitter Paris au maximum, effectivement, pendant cette période, parce que de toute façon, la vie va être invivable pour les Parisiens qui travaillent. Ça, c'est, voilà. Bravo, Geneviève. Après, l'industrie touristique, évidemment, on est tous d'accord. Mais il y a quand même une question que je me pose par rapport à Paris, précisément. Pourquoi est-ce que Paris est la seule grande capitale du monde dans laquelle les touristes ne peuvent pas se déplacer un petit peu à pied ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir au centre de Paris, à côté du Louvre, du Palais Royal, des énormes bus qui sont là, dont les touristes partent évidemment pour visiter le cœur de Paris, et qui sont là à tourner, moteur qui tourne pendant des heures et des heures en attendant qu'il remonte. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, il y a des villages, il y a plein d'endroits en France où on régule justement l'accessibilité. Mais ce n'est malheureusement pas fait à Paris. Malheureusement, vous avez ces énormes bus rouges ou d'autres bus de toutes les couleurs possibles et imaginables, et vous voyez des touristes, des grappes de touristes en descendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne se baladent pas à pied comme tout le monde? On ne voit pas ça à Rome, on ne voit pas ça à New York, on voit ça nulle part ailleurs qu'à Paris. Donc voilà, c'est un deuxième coup de gueule. Geneviève, va voir arriver l'échéance des Jeux Olympiques. Frédéric. Juste pour pas ternir ce coup de cœur, quand même, on parle souvent des inconvénients de l'organisation de ces grands événements, et comme le dit Geneviève, quand on est évidemment le local, le parisien, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour lui, mais c'est bien aussi de montrer les retombées et le côté très positif de l'organisation de ces grands événements.
faut pas masquer cette belle information. Non, on est d'accord. On est ravis d'avoir les Jeux Olympiques. Et on aura les Jeux d'hiver en 2030. Voilà. Incroyable. Sur les Alpes françaises. L'occasion d'y revenir là aussi parce que ça... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Najwa El Haïté, Geneviève Götzinger, Frédéric Fougera, Jacques Miard. On continue avec vous quatre le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Alors, Geneviève, vous terminez ce tour de table avec, vous m'aviez dit avant la pause, c'est entre le coup de cœur et le coup de gueule. Oui, alors... Vous avez entendu ce matin peut-être les menaces dont Gérald Darmanin a été l'objet ce matin. En substance, nous allons vous neutraliser. Bon. Vous ne défendez pas le drapeau, vous croyez protéger, mais vous n'arrêterez pas une balle. Donc on est aujourd'hui dans un climat d'hyperviolence dans ce pays. Il y a un débat autour de la manifestation qui est interdite, je crois, un rassemblement prévu à Paris. Devant la Sorbonne. Voilà, devant la Sorbonne vendredi, demain donc, qui est interdit. Il y a aussi un débat sur cette dissolution des mouvements extrêmes, d'ultra-droite en l'occurrence, mais ça peut être d'ultra-gauche aussi, ça peut être d'ultra-tout. D'ultra-con. Oui, enfin d'ultra-violent surtout, d'ultra dangereux. Donc... moi, je pense qu'il faut dissoudre, même si les mouvements se reconstituent. Je pense qu'il faut arrêter, enfin en tout cas ne pas accepter, montrer que on n'accepte pas une violence qui ne cesse de prospérer dans notre pays, qui s'accroît, violence verbale, violence physique, hyper-violence, radicalisation de la société, qu'on a un devoir, tous, de lutter contre ça, de dire qu'on n'est pas d'accord. Effectivement, ça passe par la dissolution de ces mouvements. L'ultra-droite, je crois que c'est 3000 personnes, hein, donc c'est pas non plus énorme numériquement. Mais c'est des gens qui colportent un discours de radicalité qui est inacceptable. On est une grande démocratie, on doit pouvoir se parler, on doit pouvoir débattre, on doit pouvoir dialoguer normalement, on doit pouvoir échanger des arguments. Et donc oui à la dissolution de tous ces mouvements. C'est absolument indispensable à mes yeux. Frédéric. Total accord avec Geneviève, oui, on doit dissoudre et surtout, oui, on doit appliquer la loi. Nous sommes un pays qui ne manquons pas de lois, mais par contre, on manque souvent de les appliquer. Donc, on a des lois très précises, on doit appliquer la loi. Et donc, en l'occurrence, si ces mouvements doivent être dissous, il faut les dissoudre. Et on ne doit pas se poser de questions, on applique la loi. Est-ce que, Jacques, vous êtes... aussi à vous dire, il y a un risque d'ultra-violence de la société ou dans tous les cas de Non, mais le problème, c'est qu'il faut s'interroger sur les causes de ça. Pourquoi on a des mouvements violents, que ça soit à l'extrême gauche ou que ça soit à l'extrême droite? Et donc, il y a un problème. On doit s'interroger. Bien sûr qu'il faut condamner ces violences. Bien sûr, la dissolution, vous savez, en réalité, c'est des groupes informels. Et donc, dissoudre un groupe informel, sanctionner individuellement, etc., oui. Mais il faut s'interroger, car il y a une dérive aujourd'hui de la société et que l'État ne fait pas son travail. Et quand vous connaissez la formule de Camus, mal nommer les choses, c'est accroître les malheurs du monde. Et donc, c'est ça le problème. C'est que on ignore pourquoi ces gens réagissent de cette manière. Eh bien, il faut couper les fondements de ces réactions violentes, et c'est pas facile. C'est toute l'unité de la nation qui doit être reconstruite, avec des gens qui sont racistes, avec des gens qui sont séparatistes, avec des gens qui veulent en découdre, des gens qui veulent détruire les principes de la République. Et donc, le problème, vous savez, c'est très simple. On a très souvent dit que la France était un projet politique. C'est d'abord un projet culturel. C'est-à-dire qu'on retrouve le sens de l'intérêt général dans toutes les composantes de la société. Najwa, sur ce sujet qui bien sûr est très présent depuis le drame de Crépol et la mort de Thomas, l'assassinat de Thomas. Non mais je pense que c'est vrai que tout a été dit, hein. On est face à une société qui bascule dans la radicalité. Vous parliez, Geneviève, d'ultra-violence. Oui, ultra-violence même dans les relations entre citoyens. On le voit hein, quand, enfin, je veux dire, dernièrement il y avait le Congrès des maires,
vous aviez des maires qui tiraient la sonnette d'alarme en disant nous, on en a marre d'être à portée de baffe parce que à chaque fois, c'est des menaces, c'est du harcèlement, parce que vous avez des maires, en effet, qui sont très proches des citoyens, et c'est très bien, et c'est tant mieux pour répondre aux demandes croissantes de nos concitoyens. Mais à côté de ça, vous avez le côté négatif. Et je parle de harcèlement, pourquoi ? Parce que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous êtes constamment, quand vous êtes élu, quand vous êtes maire, vous êtes constamment interpellé, mais pas de manière sympathique, vous voyez, c'est de manière agressive, violente, et ça, ce n'est plus possible. Et donc vous avez ces groupes d'extrême gauche, d'extrême droite qui souffrent sur ces braises, parce qu'on sait que la France, et d'ailleurs vous avez de nombreux sociologues qui ont écrit sur les fractures françaises, qui sont bien prégnantes dans notre société. Eh bien, ces groupes soufflent sur les braises. Et donc, vous avez un ministre de l'Intérieur qui prend les bonnes décisions pour dissoudre un certain nombre d'entre eux, parce que il pousse à la haine de l'autre, il porte atteinte aussi au bien public, et je pense notamment, et j'en terminerai par là, au soulèvement de la terre. Moi, je suis étonnée. Après, il ne s'agit pas de critiquer une décision de justice, et donc la décision du Conseil d'État, mais le Conseil d'État a annulé la dissolution des soulèvements de la terre, et pourtant ce groupe, ce mouvement est d'une extrême violence, et on l'a vu récemment. Est-ce que c'est la même violence que des groupes d'ultra-droite ? Bon, c'est la même. Pardon, Jacques. C'est quand même un petit peu la même nature. Je rajouterais deux choses. Je pense que cette hyper-violence est encore accrue par les réseaux sociaux, qui favorisent cette violence permanente, souvent cachée sous pseudo, qui permet de s'autoriser aussi des choses qu'on ne se dirait pas dans la vraie vie en France. Oui, parce qu'ils font circuler des informations. Mais moi, je voulais vous poser la question, est-ce qu'on en est, comme on l'entend depuis quelques jours, dernièrement, c'était Olivier Véran qui s'est rendu à Crépol et qui va à Hénin-Beaumont aussi, je crois, aujourd'hui. Mais en tous les cas, on est à ce point de bascule de la société où les Français n'ont plus confiance et sont, on est au bord, ou en tous les cas à la limite de la guerre civile. On entend ce mot-là. C'est quand même quelque chose qui est effrayant. Gérard Collomb, qui a été enterré hier, disait quand même on est côte à côte. Demain, on sera peut-être face à face. On a quand même l'impression. Peut-être. Oui, mais il a raison de dire peut-être. C'est peut-être pas perdu. Christine, peut-être pas perdu. Jacques. Oui, je voudrais juste ajouter une chose. Ce que a dit Geneviève, je ne savais pas que l'ami Darmanin, avec lequel, puisque c'est un ancien copain, est maintenant un adversaire politique, mais entendre qu'il peut prendre des balles, c'est proprement scandaleux. Et ça doit être condamné avec l'extrême, je dirais, fermeté, parce que là, effectivement, on franchit un seuil qui mène droit dans le mur. Allez, on s'arrête un court instant, on revient avec vous quatre, on va débattre justement du rôle du politique avec la décision concernant donc Éric Dupond-Moretti hier par la Cour de justice de la République. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec Frédéric Fougera, Jacques Miard, Geneviève Gussinger et Najwa El Haïté, on ouvre notre débat au sujet donc de l'avenir politique qui s'est dégagé depuis hier 15h20 pour Éric Dupond-Moretti, qui a été donc relaxé par la Cour de justice de la République. Une décision de justice qui pose malgré tout des questions dès qu'elle a été prononcée. Faut-il ou non réformer cette Cour de justice de la République ? Certains parlent de justice d'exception. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous nous direz vos commentaires et vos avis. Hier soir, sur France 2, le garde des Sceaux a dit son soulagement. Je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux. Je veux reprendre le cours ordinaire de mon travail. Question pour vous. Est-ce que cette Cour de justice de la République, aujourd'hui en 2023, est adaptée au climat politique et au lien qui nous unit à la classe politique, entre citoyens? Vous avez 3 heures. À disserter. Alors... Qui veut commencer? Jacques. Oui, voilà. Jacques, je pense que vous avez déjà ruminé ce sujet-là depuis hier. Attendez, il faut savoir que ces critiques ne sont pas nouvelles.
Cela étant, moi je m'interroge si vraiment ces critiques sont fondées. Pourquoi ? Parce que c'est un système, je dirais, un panachage dans lequel vous avez des magistrats et des politiques. Deuxièmement, quand vous lisez la décision de la Cour, ils ont reconnu qu'il y avait conflit d'intérêts, mais il n'y a pas eu prise d'intérêt. Hein. Il n'y a pas eu ça. C'était une décision politique. C'est assez balancé. Pardon, c'est assez balancé. L'avocat d'Anticor, hein, c'est ce que dit l'avocat d'Anticor. Deuxièmement, regardez un peu comment sont jugés les magistrats. C'est bizarre. Ils sont jugés par leur père, uniquement par leur père. Hein, le Conseil supérieur de la magistrature, et il est d'une clémence. Si vous lisez toutes les décisions du CSM depuis 58, vous êtes étonnés. La révocation, je crois qu'il n'y en a jamais eu une de la part des magistrats. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, jeter le bébé avec l'eau du bain. En l'occurrence, il y a aussi, et ça je le dis, je connais bien Molins pour avoir discuté directement avec lui, le corporatisme des magistrats aujourd'hui qui ont poussé l'accusation est redoutable. Et là, il va falloir qu'ils sortent de cet corporatisme étroit qu'on a vu avec le mur des cons, qu'on a vu dans un certain nombre de choses. Et donc la justice également doit veiller à retrouver une certaine, je dirais, neutralité, parce que il y a dans la justice, malheureusement, des magistrats qui sont très politiques. Mais est-ce que, Jacques, cette décision, au-delà, et je poursuis par rapport à ce que vous dites, n'abîme pas encore un peu plus ou détériore encore un peu plus ce lien entre politique et citoyen ? Je crois qu'il va y avoir des suites, et c'est pas vraiment cela, parce que ça a été rendu. Il y a d'excellents magistrats, hein, je tiens à le dire. Il y a d'excellents magistrats, mais il y a parfois des dérives de la justice qui ne sont pas acceptables. Et en réalité, je crois que cette décision va continuer, je dirais, à développer les critiques entre le corps judiciaire et la chancellerie qui sont déjà très acides. C'est ça qui va se passer. Najwa ? Non, mais comme disait Jacques, c'est un... Est-ce qu'il faut réformer ? Moi, franchement, ce que j'ai envie de dire par rapport à la Cour de justice, c'est que c'est pas la première fois qu'on dit il faut supprimer cette Cour. Et il y a plusieurs présidents de la République d'ailleurs qui l'ont annoncé, hein, François Hollande, le président Emmanuel Macron, mais leur réforme constitutionnelle n'a pas donné, il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle en l'état, et donc cette proposition n'a pas été suivie d'effet. Mais là où j'entends, les citoyens qui disent oui, mais bon, c'est une justice à deux vitesses. À deux vitesses, parce que vous avez sur les 15 juges 12 parlementaires. Et donc, ce sont les politiques qui se jugent entre eux. Mais comme disait Jacques, les magistrats, pareil, un magistrat qui commet une faute, il est jugé par ses pairs. Bon. Une fois que j'ai dit ça, ça fait pas forcément avancer le débat, mais force est de constater que on critique cette Cour parce que les citoyens estiment qu'elle manque d'impartialité. En plus, elle est assez lente, on le voit, et puis elle a détruit, il faut le rappeler quand même, elle laisse des marques, hein, même si on dit ça ne sert pas à grand chose, c'est une justice qui manque d'objectivité. Politiquement, souvenez-vous, Laurent Fabius y a laissé sa carrière. Il ambitionnait d'être président de la République, le sang contaminé est passé par là, Cour de justice de la République, eh bien, il y a laissé des plumes politiquement et il s'en est jamais remis. Donc voilà, certes, et d'ailleurs je rappelle, Laurent Fabius avait été relaxé concernant l'infraction d'homicide involontaire. Et pourtant, malgré sa relaxe, eh bien, ça l'a poursuivi toute sa vie. Geneviève. Oui, alors... D'abord, c'est quand même une exception française. Hein. La plupart des grandes démocraties n'ont pas ce type de système. Les politiques sont jugés normalement par des cours normales. Hein. Bon, donc c'est une exception française. Ça peut donner effectivement le sentiment d'une justice un peu entre soi, d'une justice différente des autres, de plusieurs catégories de citoyens. Donc, effectivement, ça pose problème. Cette Cour de justice de la République pose problème. Après, elle s'applique aux ministres en exercice. Donc c'est vrai aussi que les ministres en exercice
sont souvent de plus en plus l'objet d'une judiciarisation de leurs actes. Et là, il y a des plaintes qui ont été déposées sur l'affaire du Covid, donc il y a 3 ministres qui sont dans le viseur. Dont Madame Buzyn. Madame Buzyn, bon, il y en a d'autres. Véran. C'est ça. Et Édouard Philippe. Et Édouard Philippe. Ils sont 3. Donc, s'ils étaient jugés par des tribunaux ordinaires, on peut imaginer que cette judiciarisation irait encore croissant. Donc, et se pose aussi quand même un problème de séparation réelle des pouvoirs. C'est vrai que la séparation du judiciaire, de l'exécutif, du législatif est quelque chose de fondamental dans notre pays, qui serait remis en cause si les ministres étaient jugés par des tribunaux ordinaires. Donc moi, je suis plutôt favorable à la Cour de justice de la République à titre personnel, mais enfin bon, je conçois qu'on puisse poser le débat. Et c'est vrai, vous avez raison, vous l'avez dit, c'est extrêmement long. Ça a quand même duré 3 ans concernant Monsieur Dupond-Moretti, 3 ans pour arriver à son innocence. Là, je parle à la communicante et je m'intéresserai aussi avec vous, Frédéric. Est-ce que ça abîme durablement l'image aussi du ministre, du garde des Sceaux, qui veut reprendre le cours normal de sa vie et de son travail? Est-ce que ça va être le cas? Je pense que dans son cas, ça sera le cas. Il a une très forte personnalité. Il n'ambitionne pas non plus d'être président de la République. Donc, tout dépend des ambitions que vous avez. Il veut gagner de l'argent lorsqu'il sera à nouveau concernant. Oui, voilà. C'était important d'ailleurs en termes de communication, la manière dont a été mise en scène hier l'annonce de cette innocence, la manière dont il a réagi, lui, extrêmement sobrement, laissant le devant de la scène à ses avocats, alors qu'il a une personnalité très forte et que, en temps ordinaire, il aurait sans doute eu envie de dire sa vérité. La manière dont il a réagi aussi, la même sobriété hier sur le plateau du 20h de France 2. Et puis, cette très longue conversation avec le président de la République, quand même, qui était une forme de réhabilitation, de mise en scène et de réaffirmation très forte de sa confiance. Frédéric, ce lien citoyen, politique, avec des affaires judiciaires, non, mais la question des affaires judiciaires est une question à part entière. Celle de la Cour de justice de la République est un sujet aussi à part entière. Moi, je note que jusqu'au week-end dernier, personne ne mettait en cause a priori la supposée partialité de la Cour de justice de la République. Elle était considérée comme légitime parce qu'on s'attendait à une condamnation. À chaque fois qu'il y a un sujet, on en reparle. Mais là, c'est parce que il y a une relaxe du ministre que tout d'un coup, on dit oh là là, il y a un problème, il y a une impartialité. Et qui demande de la réformer? En fait, ce sont les politiques qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Donc on n'est pas dans de la justice, on est dans de la politique, on est purement dans de la politique et dans du jeu politique. Et pour ce qui est de l'image, la question que vous posiez à Geneviève, je pense que le ministre ne s'en sort pas grandi, mais en tout cas il s'en sort lavé. Je pense qu'il peut tourner une page. Effectivement, a priori, on ne lui connaît pas d'ambition politique. Donc lui, son intention, c'est de bien servir son ministère jusqu'à la fin du mandat ou jusqu'à la fin de la confiance qui lui sera confiée. Peut-être d'ailleurs, on parle déjà d'un éventuel futur remaniement. Peut-être ne sera-t-il plus ministre de la Justice avec un prochain remaniement, mais au moins il se sentira propre en sortant de ses fonctions. Cette affaire, pour moi, je pense que c'est un magnifique scénario pour un super polar, pour une belle production cinéma ou une série. Récupération. Ça ressemble à du règlement de compte. Jacques a évoqué le rôle très ambigu de François Molins dans cette affaire. Oui. Je pense qu'on a un magnifique scénario, règlement de compte politico-judiciaire, dont a peut-être été victime Moretti. En tout cas, je trouve que l'opinion a bien résumé dans un titre où l'opinion a dit les juges ont perdu, la justice a gagné. C'est plutôt mon sentiment. Alors justement, on va parler de la politique. Allez-y, Jacques. Oui, je voudrais dire une chose. Le problème que nous avons aujourd'hui en France, c'est la judiciarisation de la société. Et ça, c'est grave. Parce que nous, les maires, nous sommes du gibier de mise en examen. Et ça peut être déclenché sur n'importe quelle bêtise. Et ça, c'est grave, parce qu'on va arriver à la paralysie. Je rappelle que c'est un ministre en exercice. On monte des affaires, et à ce moment-là, on paralyse l'action de l'État. Donc il y a un réel problème par ce développement continuel des procès qui sont parfois lancés avec des intentions qui ne sont pas défendables.
Allez, on s'arrête. Du coup, je marque la pause maintenant et on va continuer un peu sur ce thème-là. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur l'interview qu'a donnée à Jean-Jacques Bourdin Jérôme Cahuzac, qui était dans ce studio 10 ans après et qui aussi a répondu aux questions des auditeurs de Sud Radio sur impossible ou pas retour en politique. Est-ce qu'il l'envisage, son droit, comme il le dit, à avoir une deuxième chance? En tous les cas, sa peine est purgée et donc sa vie peut reprendre son cours ou pas. Donc on va entendre vos avis dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine à domicile. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. En compagnie pour cette grosse dernière petite partie d'émission, Najwa El Haïté, Geneviève Götzinger, Frédéric Fougera et Jacques Mia. Alors on était effectivement à parler de la décision de la Cour de justice de la République avec Éric Dupond-Moretti, et ça nous amène donc à l'interview qu'a donnée ce matin sur Sud Radio, l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin avec Jérôme Cahuzac, 10 ans après, les yeux dans les yeux, l'ancien ministre du budget qui a fait son retour médiatique autour donc des déplacements qu'il faisait dans le Lot-et-Garonne il y a encore la semaine dernière, et aujourd'hui il s'exprime dans plusieurs médias et il revient sur ces 10 années après sa condamnation pour fraude fiscale et ses 5 ans d'inéligibilité. Geneviève, a-t-il droit ou va-t-il subir? Je vous propose de l'écouter, Jérôme Cahuzac ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin. Écoutez. Parfois j'ai l'impression, enfin je suis pas le seul à avoir cette impression-là, hein. Mais en revenant 10 ans après, je me dis il y a de France quand même. Il y a ce bout de France, ce territoire rural où les gens, d'une part, me disent leur bonheur de bénéficier de ce que j'ai pu faire, le regret peut-être que davantage n'ait pu être accompli. Et puis j'arrive dans cette capitale. Pourquoi? Parce qu'une partie de ma vie y est aussi. Et là je découvre un monde où au fond je suis condamné au bannissement perpétuel, un monde, qui me condamne, ou qui voudrait me condamner au bannissement perpétuel, au nom de critères et avec une légitimité dont je vois mal, mais peut-être à tort, ce qu'ils sont ni d'où elle provient. Voilà, c'était donc Jérôme Cahuzac ce matin sur l'antenne de Sud Radio, interview que vous pouvez retrouver également sur les réseaux sociaux en replay, en podcast. Geneviève, est-ce qu'il a raison quand il dit on veut me condamner au bannissement perpétuel? J'ai payé, j'ai honte, il l'a répété plusieurs fois. Écoutez, il y a le droit, il y a le droit, et effectivement il est en droit de revenir, et puis c'est les électeurs qui trancheront, hein. C'est eux qui ont le dernier mot. Il y a le droit et il y a la morale. Et pour moi, en politique, on a un devoir d'exemplarité. Donc quand on a menti, c'est même moins la fraude fiscale que le mensonge qui me gêne. Quand on l'a menti comme il l'a menti, pour moi, la confiance est terminée. Elle est rompue à vie. Voilà, c'est tout. Et je trouve qu'il y a une indécence à vouloir revenir. L'indécence est de sa part, hein. Alors quand il dit peut-être à tort, non, pas peut-être à tort. C'est pour moi incompréhensible en réalité. Totalement incompréhensible. Ce qu'il a fait met à mal la confiance que le citoyen peut avoir dans ses représentants. C'est tout. Voilà. Frédéric, et après Jacques aussi, et puis Najwa, vous allez nous éclairer. En ligne, effectivement, il y a le droit, et en démocratie, c'est les électeurs qui ont raison. Donc probablement se représentera-t-il, et les gens, parce qu'ils ont un fort affect pour lui, parce qu'ils le connaissent bien, parce qu'il a fait de très bonnes réalisations sur son territoire, les liront à nouveau. Mais est-ce qu'un homme politique ou une femme politique condamnée, qui a purgé, peut revenir dans le giron politique? Mais la question c'est ou est-ce que ça dépend du degré de la faute? En fait, je pense qu'il faut voir chaque cas individuellement. Dans le cas de Cahuzac, c'est où est l'éthique, où est la morale, comme disait Geneviève, où est l'honneur. Enfin, est-il incapable de faire autre chose que de la politique pour devoir? Il a passé 10 ans à être médecin, hein. Oui, non, mais voilà. Mais est-ce que son seul but dans la vie, c'est d'être exposé dans les médias et faire les lois que lui-même ne respecte pas? Enfin, il a trahi son camp, il a trahi ses électeurs, il a trahi le président de la République qui lui a fait confiance en le nommant ministre. Je sais pas, quand on est un homme, on a beaucoup de choses à faire, il manque pas de ressources, il manque pas de qualité. Peut-être qu'il ferait mieux d'être plus discret et de ne pas se relancer dans la politique. Et je rajoute une chose qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que les médias ont une responsabilité. Pourquoi on lui donne la parole, pourquoi on lui tend le micro, pourquoi on le met en lumière et pourquoi on l'aide à se repositionner dans le monde politique pour mieux le critiquer
On a tous notre responsabilité là-dedans. Jacques, est-ce qu'on a droit à une seconde chance quand on a fauté en étant aux responsabilités? Jusqu'à nouvel ordre, c'est le suffrage universel qui tranchera, point barre. Parce que je comprends parfaitement les questions de morale, les questions d'éthique, etc. C'est pas la première fois que quelqu'un a été condamné et puisse revenir. Il y a un moment, on n'est pas, je dirais, dans des crimes de l'humanité où il n'y a jamais prescription, hein, c'est clair. Donc il faut garder raison. Bien évidemment, il prend un risque. Bien évidemment, ça va choquer un certain nombre de gens. Mais le suffrage universel tranchera, car si c'est pas le suffrage universel, à ce moment-là, c'est, je dirais, la roulette russe. Est-ce que, parce qu'on parle aussi d'histoire d'argent, est-ce que sur ça aussi, ça rajoute? Oui, mais vous savez, dans cette affaire-là, pour connaître un peu l'affaire, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire bon, cette histoire de compte, il a menti, ça c'est clair. C'est Fasquelle qui a posé la question. J'étais dans l'hémicycle et après on a découvert le pot rose. Ça a été un choc. Hein. Nous avons été scandalisés, il faut le dire. Mais il est manifeste que pourquoi ce compte avait été ouvert, laissez les historiens enquêter et à mon avis on en apprendra des vertes et des pas mûres. Najwa, est-ce que cette histoire en termes de droit ne pose pas aussi la question de comment on fonctionne quand on a affaire à l'institution judiciaire? C'est-à-dire qu'il y a un jour, on paye, on a payé. Exactement. Et moi, revient. Je pense ça. Moi, en tant que avocate, je pense que il n'y a pas de place au bannissement, comme il dit, perpétuel, à partir du moment où... après, je ferai la distinction entre l'éthique et le droit. Voilà, il a le droit. Bon, je rappelle quand même qu'il a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Alors quand il dit oui, je veux sortir de ce bannissement perpétuel, je pense aussi que psychologiquement, enfin quand je l'écoute, il a besoin de chercher l'absolution des électeurs en fait, par le suffrage universel. Et donc c'est une manière de se laver de cette image qu'il a portée quand même pendant plusieurs années. Mais moi personnellement, j'estime qu'il faut pas condamner ad vitam aeternam. Et comme disait Jacques, ceux qui trancheront, ce sont les électeurs. Combien de maires, Balkany, Patrick Balkany, on lui reproche quand même pas mal de choses. Il a été condamné, etc. Enfin bon, il a été un maire très très apprécié par les habitants de sa ville. Et pourtant, il n'était pas blanc surtout. La réalité, c'est ça. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est gris. La réalité, elle est grise. Et donc moi, je suis défavorable au bannissement perpétuel. Et je me répète, c'est le suffrage universel qui décidera s'il sera le prochain maire, puisqu'il souhaite se présenter où il a été maire. Alors, pour l'instant, il n'a pas dit s'il présentait. Jean-Jacques Bourdin lui a posé plusieurs fois la question. Il n'a pas dit ça. Il répond aux questions puisqu'il retourne sur le terrain, il retourne dans sa circonscription, son ancienne circonscription. Il a tenu des réunions publiques. Donc forcément, quand on dit les médias ont une responsabilité, il y a aussi une curiosité de savoir ce que fait un tel homme politique dans un territoire rural du Lot-et-Garonne où il a été élu pendant très longtemps et où il tient des réunions publiques. Je réponds à votre question, Non, Frédéric. mais les médias ont raison d'être curieux. Mais ça ne retire pas la responsabilité qu'ils ont dans une situation. Et la question, elle est de savoir pourquoi ces réunions publiques où il vient faire son mea culpa, etc. Et il peut très bien répondre aussi tout de suite, non, je n'ai pas d'ambition. Il n'y répond pas. Donc la porte est ouverte. Sauf que si il a des ambitions, c'est pas la première fois quand même qu'il souhaite se présenter à la suite de sa condamnation. En 2013, un homme politique. Ouais. En 2013, Jean Cahuzac s'était rapproché du vice-président du département de Lot-et-Garonne pour être son suppléant. Je parle au conditionnel parce qu'ensuite il a dit non, c'est pas vrai, etc. Sauf que vous avez un président du département qui vous dit j'ai été approché par Jean Cahuzac pour qu'il devienne mon suppléant dans le cadre d'une législative partielle en 2013. Donc la volonté, elle est là de revenir. Après, est-ce qu'il va réussir à revenir sur la scène politique? Les électeurs trancheront. Les électeurs trancheront et c'est même vraisemblable. C'est même vraisemblable parce que
Et il incarne une génération d'hommes politiques qui étaient dans la proximité, qui étaient dans quelque chose qui existe moins aujourd'hui. Donc il est possible que les électeurs lui pardonnent ce qu'il a fait. Moi je trouve qu'en termes d'exemplarité, ce qu'il a fait est inexcusable. Encore une fois, c'est moins la fraude fiscale que le mensonge, les yeux dans les yeux, c'est tout. Mais chacun sa conception de la morale et de l'éthique en politique. Et sur le mensonge, je vous propose de réécouter l'interview, la question qui était posée, est-ce qu'il a menti sur commande? Ça, il n'a pas répondu. Jacques, pour terminer, parce que vous êtes un élu de terrain aussi, est-ce que le terrain, finalement, les électeurs sont plus sages ou sont plus tolérants sur ces questions-là que le cirque médiatique? Les électeurs sont comme chacun, c'est-à-dire qu'ils doivent balancer. Et à un moment, ils vont balancer effectivement. Sur le plan éthique, on peut avoir une position extrêmement ferme. Et puis ensuite, au regard de l'apport, de l'efficience de l'élu, je dirais, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit et qu'il exécute, eh bien là, effectivement, les électeurs vont sans doute pencher pour la possibilité de revenir et de réélire. On a de multiples cas. Il y a eu le maire d'Aix-les-Bains qui était revenu également. Balkany, bon, finalement, la justice l'a condamné à l'inéligibilité. Mais cela étant, il y a un moment, on ne peut pas se permettre d'un bannissement total parce que ça n'a pas de sens et parce que je crois qu'à ce moment-là, vous savez, c'est vieux les prescriptions, déjà du temps des Romains, Donc ça correspond bien, je dirais, à la vie intrinsèque d'une société. Il y a un moment où effectivement on peut tourner la page. Ce qui n'enlève rien à ce qui s'est passé. Moi j'étais présent dans l'hémicycle lorsqu'il a répondu à Fasquelle en lui disant « Non, je n'ai pas de compte en Suisse » et malheureusement, ce n'était pas le cas. Absolument. Jacques Miard, merci Jacques, Frédéric Faugerat, Geneviève Götzinger, Najwa El Haïté. Merci à tous les quatre pour ce débat. Dans un instant, on retrouve l'info de midi et vous avez ensuite rendez-vous avec André Berkoff. Belle journée et à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.